Je trouve que si j'avais un conseil à donner en relation client, c'est attention à ne pas créer de la déception, de ne pas faire acte de contrition en disant on est désolé et autres. On propose et on promet des choses qui sont très intéressantes et on s'aperçoit rapidement qu'on ne peut pas les tenir. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Le Client, le podcast qui parle d'expérience client avec franchise et générosité. Je suis Marine Deck, entrepreneur, fondatrice de Lougage et consultante. Chaque semaine, je reçois ici une personnalité qui dévoile son parcours, sa vision de la relation et de l'expérience client, mais aussi ses bonnes pratiques pour améliorer la satisfaction client. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de Colorado Group. Colorado propose deux choses, du conseil spécialisé en expérience et relations clients pour vous accompagner, imaginer et mettre en œuvre une expérience omnicanale efficace et une solution SaaS d'analyse et pilotage de la voix du client. J'ai déjà croisé plusieurs fois la route des équipes de Colorado et je suis fière aujourd'hui qu'ils soutiennent le client. N'hésitez vraiment pas à les contacter de ma part pour positionner l'expérience client au cœur de votre compétitivité. Avant de passer à l'épisode de la semaine, je vous rappelle que si vous appréciez nos contenus, et ça je l'espère, vous pouvez nous le faire savoir de plusieurs façons. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous écoutez via Apple Podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis, ça booste l'algorithme. Vous pouvez aussi, lorsque vous rejoignez par exemple vos amis en terrasse pour un verre de rosé, partager le podcast autour de vous et en parler à vos amis et toutes les tables qu'il y a à côté, évidemment. Ce qui m'amène au sujet du jour, c'est une formidable transition, parce qu'aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Thienot, le fondateur et directeur de l'École des vins et spiritueux. Olivier est une personnalité du monde des vins, un passionné qui a élevé l'École des vins et spiritueux au rang de leader français sur ces mêmes formations. Avec Olivier, on parle évidemment de l'industrie du vin, des attentes des clients finaux, des formations qu'il délivre et de la relation de proximité qui s'instaure entre les élèves et l'école. Rien n'est plus complexe, évolutif et patrimonial que le vin. C'est un produit qui appartient au registre des émotions et du souvenir. Alors j'avais sincèrement envie de connaître l'envers du décor de la relation client de cette formidable industrie qui fait vivre pas moins de 500 000 personnes en France. Je vous laisse découvrir ma conversation avec Olivier Thienot, fondateur et directeur de l'École des vins et spiritueux. Bonne écoute! Bonjour Olivier. Bonjour Marine. Si je devais faire une petite synthèse de ton profil, en gros, et de ce qu'est l'École des vins et spiritueux en France, ce que je trouve, c'est que vous êtes le leader français des formations en vin et spiritueux pour les porteurs de projets, les restaurateurs, les cavistes, etc. Mais tu vas peut-être nous en dire plus sur qui sont tes clients aujourd'hui. Tu organises des masterclass, tu as écrit des livres. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, on a en gros deux types d'offres. Pour faire simple, d'un côté, on a ce qu'on appelle des cours, mais qu'on peut aussi appeler ateliers ou dégustation. En gros, ce sont des clients qui viennent 2 heures, 5 heures dans la journée pour apprendre comment déguster, avoir des petites piqûres sur la Bourgogne, le Bordelais, la vallée du Rhône, les accords vins et fromages, des choses très pratiques de la vie de tous les jours. Tu es dans un supermarché ou chez un caviste où tu as tout simplement devant toi une bouteille de vin. Qu'est-ce qu'il faut regarder d'abord, qu'est-ce que veut dire certains termes de l'étiquette, donc déjà tout ça, et puis comment déguster, comment conserver son vin, comment le servir, enfin des choses très très pratiques. Puis on a aussi des cours, ou ce qu'on appelle encore des ateliers, qui sont un peu plus pointus, les grands crus de Bourgogne, les grands crus de Bordeaux, sans oublier nos amoureux des spiritueux qui viennent découvrir les grands rhums, les grands whisky, enfin voilà. Donc on a un panel d'offres qui sont pour des personnes qui viennent pour le plaisir. C'est-à-dire quand je dis pour le plaisir, les autres, c'est pas qu'ils ont du déplaisir, mais ils viennent juste comme ça pour découvrir. Ça, c'est notre première offre. La deuxième offre qui nous fait passer dans un autre univers, puisque là, c'est l'univers de la formation.
Mmh. la formation continue. Et là, on a des formations de 1 jour à 5 jours, qui sont des formations intensives de type classe inversée, c'est-à-dire, toi Marine, je suis sûr d'ailleurs que quand tu viendras à l'école des vins et spiritueux, eh ben, quand tu vas t'inscrire, tu vas recevoir un livre, tu vas avoir des modules d'apprentissage avant, Oui. pendant, tu vas avoir un prof et à la rigueur après, on va aussi faire en sorte que tu continues un petit peu à apprendre. Et donc ça, ce sont des formations continues sur les vins, les spiritueux, vins du monde, vins français et spiritueux du monde. Voilà ce qu'on propose. Et là, pour le coup, ce sont d'autres types de clients. Ce sont, comme tu l'as dit tout à l'heure, des personnes qui ont ou des porteurs qui sont Mmh. porteurs de projets, des personnes qui travaillent déjà dans le monde du vin et qui veulent des rafraîchissements de connaissances, et puis qui parfois ont des postes un petit peu transversaux dans le vin, c'est-à-dire que tu sais, le vin, c'est 500 000 emplois en France, et il y a des personnes qui sont dans des univers qui sont assez administratifs, mais qui veulent savoir de quoi ils parlent tous les jours. Donc ça, c'est notre deuxième type d'offre, qui est la principale, hein, qui correspond à Ouais. environ 70 de notre activité. D'accord et moi, ce que je trouve, compliqué sur le fait de former, alors, d'une part, c'est que tu te confrontes à des personnes, des personnalités qui ont un historique, un passif potentiellement avec le vin, les spiritueux et donc qui, OK, veulent, se former pour, potentiellement vendre du vin eux-mêmes, mais comment est-ce qu'on fait pour pallier tous les a priori, toutes les biais cognitifs qu'un client peut avoir. Le client, du coup, qui est celui qui vient se former à l'école des vins et spiritueux. Alors tu as tout à fait raison. Déjà, on a des clients qui ont des profils tout à fait différents. Mmh. Chez nous, on a eu des Miss France. On a Donc quoi? Mais oui, tu te rends compte, hein, tu me vois pas de la même façon là, hein. J'ai eu une Miss Univers en bodybuilding. Ah, Waouh! exactement, waouh! Mais absolument, je savais que tu serais épaté. On Sensible, a bah oui, évidemment. Mais bien sûr, on a des joueurs de foot en reconversion, on a des chefs d'entreprise, on a toutes sortes de clients, des cavistes, des personnes qui étaient dans la finance et qui veulent changer, des personnes qui au fond se disent, «Moi je veux juste apprendre le vin». On a aussi des personnes qui se disent: «Tiens, je fais une école de commerce, j'aimerais bien aller en Chine». Et puis ils ont entendu quand même dire que en Chine, lors d'un déjeuner ou un dîner, c'est pas mal, tu t'y connaisses un peu en vin, ça te distingue des autres et à la rigueur, c'est ce qui est attendu chez un Français ou une Française. Et donc, on a plein de personnes différentes. Donc ça, c'est la première chose. Mmh. Alors, par chance, parce qu'on a aussi des caractères assez forts, par chance, le domaine des vins, voire des spiritueux, mais surtout du vin, est un domaine qui impose une sorte de respect, une sorte d'humilité, qui font que ces personnes nous écoutent quand on leur parle et quand on leur propose des choses. Et donc, évidemment, on a un programme qui prend en compte cette diversité, qui prend aussi en compte certains objectifs, car ils sont là pour apprendre. Et là, c'est déjà quelque chose qui est pas évident, parce que parfois les gens se disent, enfin, par exemple, Marine, si demain tu as une copine ou un copain qui apprend que tu vas faire une formation sur le vin, on va dire waouh, quelle chance, tu vas faire une formation sur le vin. Alors que si tu fais une formation sur Excel, personne va dire quelle chance, on va dire waouh, bonne chance, on va dire. D'accord. Donc c'est déjà un peu différent, tu vois. Alors, tu vois, on se dit ouais, ça va être un beau moment et autres. Alors, c'est pas que c'est pas un bon moment, mais il y a de l'apprentissage. Et donc, il va falloir les faire rentrer dans une sorte de sas. L'idée, c'est pas de standardiser, mais de leur expliquer d'abord ce qu'ils vont apprendre, leur expliquer aussi qu'ils vont désapprendre, qu'il va falloir, quand ils arrivent à l'EVS, en même temps qu'ils mettent leur manteau sur un porte-manteau, qu'ils mettent aussi leurs a priori sur le même porte-manteau, et qui soit ouvert d'esprit, ce qui n'empêche pas d'avoir son propre goût, d'avoir sa propre opinion sur un vin. Et c'est Mmh. dans ce parcours un peu sinueux que nos formations interviennent. Donc, laissez quand même le choix aux personnes, laissez leur goût, leur dire ce qui est important, c'est quand même vous. Mais aussi, attention, il y a un monde, il y a une industrie diverse, variée. Il y a
plein évidemment de vins différents, plein de spiritueux différents, plein de personnes qui le font. Et donc, tout ça, il va falloir le respecter et ça va être un phénomène d'apprentissage pour pouvoir par la suite le partager. Donc, effectivement, ce sont des méthodes qui sont particulières et qui commencent souvent par effectivement, le fait qu'on leur apprend un peu à désapprendre dans un premier Mmh. temps. Mais c'est surtout que, en fait, il faut qu'ils soient ouverts d'esprit parce que ensuite ils vont devoir le vendre à des clients qui, potentiellement, eux-mêmes ont leurs propres biais cognitifs et leurs propres a priori. Donc ils peuvent pas, enfin, si tu confrontes 2 personnes qui ont des a priori, la probabilité qu'il y ait un match est quand même assez faible. Ouais, c'est un peu le problème, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui viennent souvent apprendre le vin et qui ont des idées, relativement arrêtées. Moi, j'aime tel type de vin ou moi, j'ai un projet. Alors, en même temps, c'est ça qui les booste. Donc nous, on ne peut pas, en fin de compte, écraser cette volonté parce qu'en même temps, c'est de la motivation. Souvent, on dit c'est un métier passion. Et dans la passion, il y a des excès et Mmh. en même temps, il y a ce moteur. Donc tu vois, c'est un peu ambivalent. Donc on leur dit pas gardez votre passion, enfin laissez votre passion au vestiaire et venez juste avec votre énergie. Ce ne serait pas possible. Donc il y a d'abord une passion, une envie effectivement de partager, et de l'autre, il y a à la rigueur ce que tu dis, c'est-à-dire aussi une réalité économique. Mmh, bien sûr. Alors d'où le fait qu'on ait aussi des clients qui peuvent être divers, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas de souci de réalité économique. C'est-à-dire qui, par exemple, vont créer quel que soit leur projet, quelque chose dans un quartier avec une clientèle qui est acquise. Et donc là, ils ont des sortes d'idées déjà préconçues, avec enfin, une façon de faire. Et là, bon, quand ils sont ouverts d'esprit, on leur demande juste d'apprendre, mais surtout de s'ouvrir à du vocabulaire, à des pratiques. Et puis il y en a d'autres, effectivement, qui vont, eux, devoir enfin, être en face de réalités économiques qui sont plus compliquées, c'est-à-dire le prix du vin, la moyenne des achats des Français, qui est peut-être plus basse qu'on l'imagine. Elle est de combien? Ben, si on est en grande surface, elle est autour, allez, pour faire simple, de 5 €. Et OK, puis, donc la bouteille, hein, et puis quand on est chez un caviste, elle est entre 10-12 avec des petites pointes à Noël. À Noël, on d'accord. se fait un peu plaisir, voilà. Mais donc évidemment que même être caviste ou éventuellement acheteur, pour Carrefour, Leclerc ou autre, c'est différent. Donc on assemble tout ce public, pour leur donner des éléments de compétences, mais aussi de connaissances. Très bien, et selon toi, quelles sont les attentes aujourd'hui des clients particuliers sur le vin? Alors, tu veux dire dans la formation du vin ou dans l'achat d'un vin en général? Dans l'achat d'un vin? Alors, Et donc du coup, qu'est-ce que tu dis à ceux que tu formes sur les attentes des particuliers? tout d'abord, nous, ce qui se passe, c'est je pense qu'on forme des personnes qui doivent avoir un certain degré de connaissance. C'est-à-dire que il se trouve que, quand tu vas à l'étranger, souvent on te dit: «Les Français, vous êtes des très bons dégustateurs, mais sortis de vos vins à vous, vous n'y connaissez rien». Ça peut être pareil ailleurs, mais eux, pour le coup, je pense que français et italien, pour le coup, les autres publics étrangers, souvent, n'ont pas cette capacité à bien goûter. Les Français, ben, voilà, la gastronomie est au centre de nos préoccupations. Donc globalement, les Français goûtent bien, ce qui est un plus et un moins. Parce que c'est un plus, parce que voilà, c'est une compétence, où on va assez rapidement. C'est un moins parce que, comme on s'était dit, il y a une sorte, d'a priori. Actuellement, d'abord, le vin ou l'approche du vin va être liée aussi à une occasion, une saison, un type de personne, un budget. Donc ça, c'est le premier élément. Donc il va falloir, pas classer forcément comme ça, les vins, mais il va falloir expliquer, dans toute région qu'il y a des vins, qui sont, plus ou moins d'entrée de gamme. Ce qu'un amateur, pas éclairé va penser que c'est bas de gamme. Tu vois? C'est donc déjà tout simplement un dialogue entre ce qu'on attend d'un vin, d'entrée de gamme, quelles sont les qualités qu'on attend de lui, comment il est élaboré, et puis un vin qui va être un vin un peu plus,
ce qu'on voit premium, enfin bon, il y a des classifications qui sont un peu, qui sont pas très jolies à dire, mais on va dire, Mmh. de qualité dite supérieure, ou en tout cas qualité supérieure, c'est un peu, là aussi, c'est un peu subjectif, un peu plus de luxe et donc là aussi, on va leur expliquer ce qui est attendu. Donc ça, ce sont des socles de connaissances et après avec tous les éléments qui vont qui constituent, je dirais la qualité d'un vin, c'est-à-dire évidemment la qualité, agronomique, du terrain, le cépage, le savoir-faire, mais aussi, l'histoire, la notoriété qui va jouer Mmh. sur comment dire? Le ressenti du vin. Souvent quand tu vas dans un dîner, on va te dire: «Ah tiens, si tu proposes une bouteille, tiens il est bon ton petit Languedoc». Mais on va pas Mmh. dire: «Il est bon ton petit Saint-Émilion». Ben voilà, parce qu'il y a, par rapport à certaines appellations, un certain respect qu'il faut connaître. Il faut juste connaître un socle, voilà, qui fait partie de l'univers du vin. Parti, de là, on leur explique effectivement quelles sont les dernières tendances et donc les dernières tendances, vont aller selon aussi le type d'achat, vers, des étiquettes, plus simplifiées, pour des achats, d'entrée de gamme, éventuellement une approche qui va être un peu plus cépage pour certains types de vins, notamment ce qu'on appelle les vins du Nouveau Monde, ce qui est une Mmh. approche, bon maintenant qui est pas nouvelle, mais qui, existe, donc tout ça, il va falloir l'apprendre et puis aussi après quand on va vers des vins, un peu plus premium, des approches qui peuvent être des approches aussi, culturales, c'est-à-dire avec des vins qui sont en bio, en biodynamie, donc qui sont un peu plus engagés, dans le sens où ils sont un peu plus éco-responsables. Donc là aussi, on leur explique tout ce qu'il y a derrière tout ça. Et puis aussi des vins qui vont avoir une histoire. C'est-à-dire, ce sont des vins de lieu, et en fin de compte, ce sont des vins de lieu qui représentent le lieu et le savoir-faire local. Et là, on tombe dans un univers qui peut être intimidant, mais c'est ça un peu la contradiction dans le vin, c'est qu'on a un univers qui est en même temps intimidant et en même temps qui fascine. Parce qu'en fin de compte, tout le monde dit: «Ah, c'est compliqué», mais personne voudrait qu'on simplifie, vraiment. Mmh. Ce qu'ils veulent, c'est comprendre cette complexité et c'est ça un peu la contradiction et donc nous, on leur explique comment d'abord, pouvoir, expliquer un vin simplement, Mmh. sans perdre son client, comment éventuellement aussi, organiser sa boutique et autres. Alors c'est pas exactement dans des formations pratiques à la vente, mais on explique que, ben, voilà, les différentes appellations, ce qu'il y a derrière et puis aussi comment on peut expliquer donc tout simplement la singularité du vin en amenant donc une histoire. Puisque l'histoire et c'est ce qu'il y a de plus important. C'est-à-dire que quand, toi Marine, tu vas acheter une bouteille qui qui te qui te tient à cœur, en fin de compte, si tu vas chez des amis, d'abord tu vas montrer que tu as fait un choix. Donc ce choix, tu vas vouloir l'expliquer. Donc ce choix, il va être aussi bien dans la région que tu as choisi, dans le cépage que tu as choisi, dans l'engagement du vigneron que tu as Mmh. choisi. Donc éventuellement aussi le vigneron ou la vigneronne, la famille, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce que tu as entendu parler d'eux. Donc ça peut être un élément. Ou alors tu peux même dire, écoutez, je suis allé chez un tel, et là, il m'a proposé ça, je ne connais pas, c'est la découverte totale. Et ben la personne Mmh. qui est derrière doit pouvoir expliquer tout ça. Et donc actuellement, pour le vin, enfin, on a en fin de compte une population qui est segmentée. Et donc, pour chaque segment de clientèle, il va y avoir une approche quand même particulière. On ne va pas évidemment avoir la même approche en grande et moyenne surface que chez un caviste ou dans un restaurateur. Et donc, donc dans chaque moment de consommation, il y aura une attente particulière. En tout cas, pour résumer, je dirais qu'actuellement, on attend pour des vins qui ont un certain prix, qu'ils aient une vraie histoire, qu'elle soit Mmh. culturelle, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit tout simplement humaine. Et le must, c'est quand elle cumule les 3. Eh, mais ça fait beaucoup de connaissances à engorger finalement, puisque je te rejoins parfaitement sur le fait qu'aujourd'hui,
Et au final, ça s'applique à d'autres industries, hein. Très clairement, quand tu vends un produit, tu vends l'histoire qu'il y a derrière. Et il faut que tu sois en mesure de la raconter. Et 2 mots ne peuvent pas simplifier cette histoire. Ce serait pas suffisant. Mais alors, il faut avoir une capacité d'engorgement d'informations qui est juste considérable, Mais dans oui, votre cas. oui, c'est ça. Alors, oui, mais alors d'abord, c'est un nous, moi, quand j'explique notre rôle à mes clients, je dis moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste vous apprendre à tenir sur le vélo. Et une fois que vous êtes sur le vélo, vous allez continuer à vous balader, mais toute votre vie. Mais de toute façon, c'est pas désagréable. C'est-à-dire que vous allez apprendre les vignobles de Val-de-Loire, par exemple, ce Touraine particulièrement. Que il y a pas, il y a pas du tout d'allusion particulière. Absolument pas, Marine, absolument pas. Ou d'autres. Et donc ça va évidemment. Bah, vous allez vous nourrir. Moi, par exemple, mes formateurs passent 30% de leur temps à continuer à aller dans les Mmh. vignobles parce que c'est en dégustant, en échangeant qu'on voit aussi les évolutions. Car ce Tout que à je fait. te dis aujourd'hui, prenons rendez-vous, Marine, dans 20 ans, d'accord. Et donc, dans le prochain podcast ensemble, dans je sais pas quand, Dans 20 ans, oui. 20 ans par exemple, eh ben, on ne dira pas forcément la même chose de l'attente Mmh. des clients. Et d'ailleurs, le vignoble aura aussi, lui, évolué, car il est aussi affaire d'humains, d'accord, et donc qui vont aller avec l'évolution et des techniques et les évolutions sociologiques. Donc oui, il faut je dirais, un socle de connaissances, il faut un socle de curiosité, Mmh. d'accord, et par la suite, il faut être un peu imaginatif. En gros, pour faire simple, quand tu vas dans une école de cuisine, tu deviens musicien. Et quand tu vas dans une école des vins, comme la nôtre, tu deviens DJ. D'accord? Donc, nous, on va pas fabriquer le truc. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer. Quelqu'un vient nous dire, tiens, j'ai ce soir tel dîner. Ah, pour nous, c'est comme si tu nous disais, j'ai telle fête. Eh ben, tiens, au lieu de te dire passe tel disque, bah, je te dis passe tel vin. D'accord? Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça que oui, de la connaissance, mais pas technique, pas un partage qui serait peut-être un petit peu ennuyeux. Et c'est là aussi où va falloir, par des méthodes, par des ateliers, par des questionnements, par même le graphisme, par exemple, que l'on amène nous à nos supports de dégustation, enfin nos supports de formation, Mmh. bah, on va essayer de donner une vision un petit peu différente du vin pour qu'elle s'approche de l'aspiration des clients, même si l'aspiration est, comme je te dis, diverse. Ça va dépendre du moment et avec qui tu vas déguster un vin. Il est clair que si tu es entre copains et copines et que c'est juste un apéro, tu vas choisir tel vin. Si tu vas, t'invites des gens qui paraissent un peu importants ou en tout cas où il y a un enjeu, enfin bon voilà, un côté familial ou des gens que bref, Mmh. parfois, bah, tu vas amener un autre vin et donc c'est ça que le professionnel doit savoir. Et donc il est aussi un peu psychologue, outre avoir des connaissances. OK. De quoi es-tu le plus fier dans tes formations? Alors écoute, je suis je suis fier d'abord de quelques parcours. Ça c'est sympa, c'est quand, tu as vu une personne qui est arrivée, heu Comme Miss Univers. oui, voilà, voilà. On avait dit, Marine, qu'on n'en parlait pas de ça. Franchement, c'est pas sympa. Mais bon, écoute, voilà, c'est quand tu vois arriver une personne et qu'elle d'abord, elle a souvent des étoiles dans les yeux. euh, tu la sens gourmande de connaissances et elle démarre. Et après, que cette personne est devenue éventuellement une sommité dans le milieu. Ça, c'est Mmh. toujours assez intéressant. Alors, c'est pas forcément parce qu'elle est devenue une sommité, mais c'est parce que tu vois le chemin parcouru et que tu en as été un petit peu un artisan au démarrage.
Par exemple, nous, à l'EVS, on a deux, trois personnes qui sont devenues Master of Wine par la suite. Il y en a un qui, je pense, va le devenir bientôt. Il y a aussi, alors sans même être élitiste, ce que je trouve génial et ce dont je suis le plus fier, c'est quand je vois des personnes qui sont passées chez nous et après que je rencontre dans un salon, dans des choses, et qui me racontent leurs projets. Et ça, c'est absolument fabuleux parce que je me suis dit: «Tiens, on a été une des pièces», on n'est pas la seule, hein, on a été une des Mmh. pièces d'une success story, et surtout quand on sent que, la personne a pu aligner, sa passion, son envie avec un métier qui est pas forcément un métier non plus facile parce que, oui, on déguste, oui, on voit des gens sympathiques, mais c'est un métier d'exigence aussi, l'air de rien, quand on dit: «Bah, oh mince, il faut que j'aille déguster», les gens se disent: «Attends, tu te plains». Bah oui, c'est en fin de compte un acheteur, par exemple, c'est ce que j'explique souvent à mes clients. Un acheteur, il va être le matin, à 9 heures, il va finir à midi. Entre-temps, il aura peut-être noté 100, 150, 220 pour son Mmh. magasin et parfois plus. Ça veut dire qu'on déguste rapidement, on se fait une opinion rapidement parce qu'il faut sélectionner. Et ben ça, si la veille, tu as une nuit, plus ou moins bonne, puis il y a des matins, toi, où tu as pas envie de ça, c'est imagine, Bien sûr. Marine, là, il est 10 heures, tu aurais déjà goûté, 60-20, tu vois? Bon, je 55 en oui, l'occurrence, mais voilà, oui, oui, non, je te surestime, excuse-moi. Voilà, donc ça, c'est d'abord un élément de fierté. Après, ce dont on est assez fier actuellement, c'est par exemple un type de formation dont on est les seuls à faire, qui était sur les vins français. C'était pas gagné parce qu'il y avait aussi en fin de compte, il y a un certificateur qui existe, qui est en Angleterre et qui est mondialement reconnu, qui fait sur les vins du monde. Enfin, on me disait, il y a pas de place pour autre chose, un petit peu que la doxa. Et on a été content aussi de pouvoir montrer qu'il y avait d'autres choses possibles à faire, qu'elle devenait certifiante puisqu'on a des autorités régulatrices en France qui ont accepté ces projets. Et là-dessus, on est assez fiers aussi, parce qu'on voit bien que, par exemple, chez nous, ce sont des formations qui deviennent majoritaires. Donc, je dirais que c'est les deux éléments, ce sont ce qu'on, enfin voilà, ce on a pu produire. Et puis, surtout, ce qui est génial, c'est de voir des personnes qui ont un parcours. Ça, c'est toujours génial. Surtout qu'on fait de la formation continue, donc c'est pas gagné. Si tu diriges une école, dans le sens une école initiale, c'est-à-dire où tu as ou des jeunes adultes, une vingtaine d'années, ou même bah oui, ok, ils vont passer 5, 6 ans chez toi, ou peut-être un peu moins, mais tu vas les voir évoluer. Mais là, des fois, ils passent quoi, 4, 5, une dizaine de jours s'ils cumulent certaines formations, mmh. et c'est absolument fabuleux de les voir évoluer et puis de voir peu à peu, enfin d'avoir des news sur leurs projets et autres. Ça, c'est vraiment peut-être la plus grosse fierté. D'accord. Et pour autant, vous entretenez toujours un lien avec eux après? Vous avez mis en place, un groupe sur Facebook, vous vous partagez les news sur, les différents réseaux sociaux, vous C'est vous ça, recroisez? et exactement, c'est-à-dire, d'abord, on a la chance d'avoir des clients qui sont plutôt dans l'engagement en termes voilà, sur les réseaux sociaux et autres, avec des fans, vraiment, la enfin, je dirais avec plus d'ardeur. Mais, oui, on a un groupe, voilà, même si, le monde du vin est quand même un petit monde d'individualité. D'in C'est-à-dire? Et en fin de compte, alors curieusement, dans les spiritueux, j'ai l'impression qu'il y a une communauté un peu plus, soudée, mais par type de spiritueux. Tu as les fous de whisky, les fous de rhum, tu vois? Et donc, alors ceux-là, tu les retrouves, dans tout. Dans le vin, c'est un peu plus éparse, c'est-à-dire que comme je t'expliquais préalablement, nous avons aussi des gens en transversal. Donc on peut avoir des personnes qui ont juste fait ça parce que, le type ou la nana, elle travaille, au Crédit Agricole, et qu'au Crédit Agricole, elle a aussi des clients qui sont vignerons, donc il faut Mmh. juste qu'elle comprenne ce qu'est un cépage, ou qu'on lui explique des trucs, qu'elle dise pas: «Quoi? Parce que j'ai pas compris». Enfin, voilà, il faut que cette personne ait un élément de compréhension de ses clients, et ces personnes-là, nous allons peut-être pas les revoir. Ils vont recevoir nos newsletters et autres. Bon, on a écrit plusieurs livres
donc voilà, qui ont été des succès planétaires. Et donc forcément, ils vont nous suivre, mais bon, à un moment donné, il y aura un petit peu moins d'engagement, il faut le reconnaître. Comment ça se passe concrètement, pour ton staff? Puisque du coup, tu n'es pas tout seul et c'est pas toi qui forme tout le monde. Non. Comment tu les recrutes? Comment tu les choisis? D'abord, ce qui est une sorte de singularité chez nous, c'est que, tous les pratiquement toutes les personnes qui sont chez nous, y sont depuis de nombreuses années, en tant que formateurs. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un domaine dans lequel, si on est fait pour ça, on se bonifie au fil des expériences. C'est-à-dire que, la meilleure façon d'apprendre, c'est de former. Donc plus tu vas former, plus tu vas apprendre aussi sur toi-même, sur les clients et autres. Le petit challenge, qu'il y avait, je te le cache pas, c'était de gérer notre changement de typologie de clients. En gros, nous avions à nos débuts une clientèle qui était plus la 30-50 ans et plutôt majoritairement masculin, et nous avons Mmh. changé avec une clientèle qui est plutôt de 25 à 40 ans, façon égalitaire, mais même, je dirais, en formation, légèrement majoritaire chez les femmes. D'accord? Donc je me suis dit, est-ce que nous sommes capables de répondre aux mêmes exigences, ou en tout cas à la même attente de ses clients. Donc ça a été aussi une question. Bon, il se trouve que notre staff de formateurs est, peut-être tu l'as vu sur le site, mais est composé plutôt de femmes, donc il y a plutôt un Mmh. peu plus de formatrices, mais ça c'est pas maintenant, hein, c'est depuis très longtemps. Alors comment je les ai recrutés? Bah, il faut deux choses. Il faut une bonne connaissance technique, mais il faut surtout une envie de partager, une empathie. Il faut, quand je dis une volonté de partager, c'est que il y a un risque dans ce métier, c'est qu'en gros, tu joues la star. Regardez ce vin, il a tel arôme et bla 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 bla, et puis les gens disent: «Waouh, c'est un super dégustateur» ou «C'est une Mmh. super dégustatrice, qu'il est fort», et tu t'enfermes dans ça. Personne ne va vraiment te contredire, Mmh. d'accord, et tu deviens un peu, voilà, une sorte de maître Jedi, qui apprend les choses, et c'est pas l'esprit du tout de la maison. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'être particulièrement modeste, mais nous sommes, et là, c'est un peu notre propos, nous sommes au service du client. Donc en fin de compte, le client, il part avec un bout de moi. C'est pour ça qu'il faut que je me nourrisse tout le temps, parce qu'il me Mmh. prend chaque fois un bout, en fin de compte. Et d'ailleurs, ce qui est terrible même, c'est que la plupart de mes concurrents, car j'en ai quelques-uns, sont des anciens élèves à moi, en fin de compte. C'est cocasse même, mais ils se sont tellement nourris qu'ils ont essayé de faire la même chose. Bon, peu importe, mais justement, ça montre que, et donc quand je les recrute, j'essaye d'abord de voir leur capacité à pouvoir partager. Ça, c'est un premier point. Donc j'estime leur personnalité. Comment tu fais pour estimer la capacité à partager de quelqu'un? Alors d'abord, on essaye, on discute, on essaye, voilà, on teste, hein, et à partir de là, bah, en fin de compte, ce que je suis en train de dire voudrait dire que j'ai des clones qui se ressemblent tous. Alors je sens bien, Marine, que tu es déjà sceptique sur le fait que on puisse avoir toujours les mêmes personnes. Donc comment je fais? Ben tout simplement, je, comment dire, j'ai des personnalités qui vont avec tel ou tel type de client. J'ai des Mmh. personnalités, par exemple, qui sont plutôt un peu plus dans le partage de la technicité. Ceux-là, je vais les mettre en niveau 3. Parce qu'en niveau 3, donc c'est un niveau avancé, mes clients, c'est bon, ils ont les bases. Ce qu'ils veulent, c'est de la technicité. Les plus, on va dire, les plus empathiques, les plus, peut-être pas passionnés, mais en tout cas ceux qui vont être les plus disers, qui vont partager de façon un peu comme ça, très généreuse, je vais peut-être les mettre dans des niveaux inférieurs. Parce qu'au début, on a besoin de se nourrir de plein de choses diverses,
Et puis après, on a besoin d'organiser. Après, il y a, par exemple, on a des formateurs moi j'ai un ou deux formateurs qui sont très franco-français. C'est-à-dire qu'ils vont, te dire: «Ah oui, oui, tel vigneron, dans tel village. Ah oui, non, mais alors le propriétaire, il s'appelle comme ça, sa cousine, elle s'appelle comme ça et son chien, il s'appelle comme ça». C'est normal, il va les voir, donc ils vont voir tout le temps et ça aussi, c'est quelque chose de très, précieux parce qu'il y a une connaissance très fine d'un élément et puis j'en ai d'autres qui, vont être, beaucoup plus larges, qui vont, voyager un peu plus, qui vont connaître les vignobles du monde. Donc d'abord, il y a aussi des spécialités en termes de connaissances, des spécialités en termes de caractère, et puis après évidemment je sens les sensibilités, c'est-à-dire que par exemple j'ai une sommelière italienne dont la sensibilité va forcément vers les accords mets et vins, vers le côté très gastronomique des choses, et en même temps elle a une grande connaissance, donc elle sera géniale pour des thèmes comme ça. On a une onologue aussi, donc elle est vigneronne, onologue et formatrice. Donc là, pour l'aspect technique, ça va être génial parce qu'elle le vit tous les jours. D'accord. Nous, on est des experts en vin de ville, mais elle est de campagne. Tu sais, c'est un peu comme les vétérinaires, hein. Il y a ceux qui sont de ville et ceux de campagne. Bah, elle est de campagne, donc elle vit le truc tous les jours. Et donc là aussi, elle le transmet parce qu'il y a ce que disent les livres et puis aussi ce que tu vis. Bah là aussi, c'est très intéressant. Voilà. Après, on a effectivement des personnes qui sont plus sur les spiritueux. D'ailleurs, on aurait presque pu imaginer, on serait dit les spiritueux, c'est un monde un peu de mecs compagnie, mais notre formatrice spiritueux, Viva Lenoir, voilà, alors elle est pas du tout vin, elle est spiritueux, quoi. Toi, tu vas boire un verre de vin, elle va boire un verre de whisky, d'accord? Mais c'est son truc, Mmh. et donc c'est son univers. Donc voilà, chacun son univers, sa personnalité, et puis globalement, il faut effectivement qu'ils aient aussi un sens du partage. Et enfin, la dernière chose, un peu de rigueur, car dans la formation, ça commence à une certaine heure, ça finit à une certaine heure. On a des objectifs, on a des exercices à faire. Et mon client, quand il arrive, il est au point A, et quand il ressort, il doit être au point B. Mmh. Donc, il faut qu'on fasse attention à tout ça. Donc, on a évidemment des synopsis assez précis et autres. Donc voilà. Oui, mais c'est comment tu l'emmènes de ce point A au point B et en même temps, il a choisi de venir se former, mais il faut pas non plus que ce soit une plaie. C'est quel l'équilibre que tu trouves, Ben, en fin de compte, l'équilibre, tu vois, déjà te dire, il doit ressortir à quelle compétence. Ça, c'est le b.a-ba. Quand on monte une formation, c'est la première chose qu'on met sur un bout de papier. Et après, une fois qu'on a fait ça, on se dit: «Comment?» Et donc là, on se OK, donc réunit tu remontes la chaîne du coup. exactement. Et après, on se dit: «Comment?» Et comment faire avec, ben, le fait que aussi, s'il reste 7 heures, avec nous, bah, il s'ennuie pas. On veut Mmh. pas qu'il s'ennuie parce qu'on sait qu'on dit des choses forcément très passionnantes, mais il peut y avoir un peu d'ennui. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va alterner la dégustation, des ateliers, des questions, un peu de théorie, des jeux de groupe. Tu vois? Tout ça va être Mmh. important pour la variété, de la partie formation que l'on délivre. Et s'il devait y avoir un échec, un learning, quelque chose à améliorer, qu'est-ce que ce serait? On a parlé de la fidélisation tout à l'heure et au final du cycle de vie du client. Est-ce que c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres choses aujourd'hui sur lesquelles vous devez, vous concentrer? Alors, ça, c'est une question piège. Je sais pas si je te remercie de me l'avoir posée, mais bon, allez, bon, je sens bien que je suis obligé d'y répondre. En fin de compte, cette question, on se la pose tout le temps. On se la pose tout le temps, on se la pose pratiquement pas à chaque formation, mais d'abord on a une évaluation, si tu Mmh. veux, donc on remonte. Hem, on s'aperçoit au fil des années que peut-être nous c'est pas qu'on doit alléger nos programmes, mais peut-être qu'on doit y mettre encore un peu plus de ludique. Donc c'est pas un échec, c'est une amélioration. Bien sûr. Donc ça c'est un point important.
Je dirais que si, après je réfléchissais à des formations qui ont plus ou moins marché, globalement elles marchent toutes, donc on estime que notre public, est plutôt, enfin on est en phase avec notre public. Mais en revanche, ce qu'il faut qu'on améliore encore, c'est-à-dire que par exemple, pour être très, très concret, nos formations de 5 jours, on a encore, de temps en temps, alors pas beaucoup, mais des clients qui disent: «C'était dense, c'était très, concentré, j'aurais un peu soufflé». Donc on est sur des, voilà, des axes d'amélioration. Par exemple, on a un niveau 3 puisque à chaque niveau, tu sais, on passe un examen qui va amener une certification. Bon, on a un niveau 3, par exemple, dans lequel on est actuellement encore environ à 60 et quelques % de réussite. Et ça génère de la frustration du coup? Exactement. Alors après, ils repassent l'examen, hein, ils peuvent le repasser, Mmh. mais l'idée, c'est de se dire, comment, ne pas faire ennuyeux, tout en expliquant que, en tant que certificateur, pour lui donner un niveau 3, il faut quand même qu'il nous montre une certaine compétence. Et c'est là où on est un peu en, comment dire, en réflexion, puisqu'on reprend sur, éventuellement nos professionnels qui avaient un projet précis et donc qui veulent peut-être des fois rester sur un type d'apprentissage et pas aller dans un autre. En gros, quand quelqu'un déteste les vins mutés, c'est les vins fortifiés, Banyuls, Porto et autres, et que bah, il a des questions là-dessus parce que ça fait partie d'un socle de compétences qu'il doit connaître, eh ben, c'est difficile. Alors, effectivement, il a un peu de frustration, donc on essaie de voir comment faire. Voilà, donc c'est un processus d'amélioration. Alors, on est en train de le faire. En fin de compte, la pandémie, qui a eu beaucoup de défauts et évidemment qui a été une catastrophe, bah, en fin de compte, a donné aussi une capacité à être un peu plus en ligne, à Mmh. faire du à distance. Donc, effectivement, on est en train de muscler notre pré-formation, c'est-à-dire que, Mmh. en fin de compte, l'idée, c'est pourquoi pas dire, bah, vous avez rendez-vous avec un formateur avant, il va vous dire les points clés, éventuellement, on connaît les points qu'ils n'aiment pas, on voit bien dans les questions là où ils butent, peut-être faire des petits ateliers là-dessus. Enfin voilà, c'est des points sûrement d'amélioration, mais qui sont des points de toute, à mon avis, enfin de tout établissement d'éducation. Et quel est ton meilleur souvenir d'expérience client? Alors, je pense, ça va être bébête, hein, mais ça va être très bébête, mais mon meilleur, ça reste aux États-Unis, malgré tout, hein, où je trouve qu'il y a une façon, de montrer que si tu as dépensé 1 dollar, franchement, tu es le roi, quoi. Donc j'ai envie, il y a 2 idées comme ça qui me sont venues, voilà, qui me viennent, quoi. L'idée, c'est de se dire, tout bêtement, c'est une journée passée à Universal Studios, Los Angeles, où j'ai trouvé que, au fond, quand tu prends un pass, tu sais, où tu es prioritaire, Mmh. eh ben, tu es vraiment un roi. Et donc c'est tout bête, c'est pas si cher que ça, mais tout est fait pour te montrer que tu es vraiment le roi. Ce que je n'ai pas connu dans d'autres cas de figure que je vais pas citer, parce que l'idée, c'est de citer que ce qui est positif. Et donc c'est un c'est un élément qui est, que je trouve, très agréable. Un autre point que je trouve, alors ça c'est une déformation professionnelle, alors curieusement, ça m'est souvent arrivé en Italie, je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand au fond, tu commandes une belle bouteille, et que là, tu as 2 personnes qui viennent autour de ta table, d'accord? Qui t'amènent des verres pas possibles et très, très jolis, et qui te montrent qu'au fond, tu as vraiment fait un effort, tu as vraiment fait un choix particulier, et qui mettent quelque chose de plus. Alors attention, je suis pas, insensible aux courbettes, hein, c'est pas du tout, l'idée, mais tu sens qu'il y a une sorte de remerciement, de l'établissement qui est intéressant et que parfois je n'ai pas ailleurs où, globalement, bon, on t'amène, la bouteille, on t'en dit 2 mots, pas toujours, tu vois? Et qu'il y a, je trouve, pas de gestuelle qui va avec, alors que justement ce rituel fait partie aussi du storytelling du vin, d'accord? Et là,
je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours trouvé que les Italiens étaient les rois de cette méthode et c'est toujours très agréable. Tu vois, ce sont 2 petits exemples qui me viennent, en tête. Très bien. Et alors, quel est ton pire souvenir d'expérience client? Oh là là, c'est horrible. Alors d'abord, j'ai une mémoire courte, hein, donc j'oublie vite. Donc Heureusement pour les marques, du ouais, coup. ouais, ouais. Non, non, mais je citerai pas de marque. Bon, et je sors d'une mauvaise expérience client, mais bref. Mais je vais en citer quand même une autre qui est intéressante parce que je trouve qu'elle touche de temps en temps des entreprises un peu nouvelles. Alors là, c'est pourtant une entreprise qui est déjà installée. Une chaîne d'hôtels qui se veut plutôt trendy, d'accord, et qu'on a utilisé ou qu'on utilise. Enfin, voilà, pour nos formations et qui pour le coup disent oui à tout. Pareil, c'est ma problématique, c'est-à-dire que je trouve que si j'avais un conseil à donner en relation client, c'est attention à ne pas créer de la déception, de ne pas faire acte de contrition en disant «Ah, on est désolé» et autres. Et je trouve qu'il y a beaucoup de «ah, on est désolé» par la suite, c'est-à-dire que globalement, on propose et on promet des choses qui sont très intéressantes et on s'aperçoit rapidement qu'on ne peut pas les tenir. Et là, par exemple, pour cette marque, bah, ma mauvaise expérience client, c'est un qui bah, tout était possible, mais in fine, rien n'était possible, jusqu'à que vous receviez un jour un mail en disant, bah, on peut pas vous garder comme client parce que vous êtes trop exigeant. Ils t'ont envoyé un mail pour te dire que Oui, j'étais trop voilà, exigeante. globalement, c'était ça et mais j'ai compris, c'était plus maladroit qu'autre chose, Ouais. attention, hein, l'idée, mais en gros, il m'expliquait que j'avais des exigences qui étaient, peut-être au-delà. Je voulais bien l'entendre, mais il ne fallait pas me dire avant que tout était possible. Et c'est là, en fin de compte, cet exemple, bon, par la suite, c'est résolu et l'idée, c'est pas voilà, enfin, d'écraser quelqu'un ou de donner des noms. Mmh. Mais je trouve que ce qui est, je remarque régulièrement dans beaucoup de concepts des promesses qui ne sont pas tenues. Et en tant que consommateur, je trouve ça un petit peu ennuyeux, avec souvent d'ailleurs après des personnes qu'on a en contact qui sont plutôt jeunes et sympathiques et qui, je crois, ne sont pas non plus formés pour tout simplement dire que, bah, au fond, les choses ont changé, quoi. Et ça, je trouve que c'est un petit point qui nuit à la qualité de la relation client. C'est hyper intéressant parce que jusqu'ici, c'est pas forcément un point qu'on avait abordé, mais du coup, effectivement, sur les concepts récents de survendre, des prestations, des possibilités, ouais, je comprends ton point et je comprends que ça puisse être très déceptif. Et alors, pour finir, Olivier, qui est-ce que tu aimerais entendre parler d'expérience client, de relation client sur ce podcast? Écoute, alors je vais rester dans mon domaine, c'est un peu Vas-y, vas-y. ennuyeux parce que en fin de compte, dans le vin, j'ai, une amie, on va dire, qui est vigneronne, elle s'appelle Mmh. Bérénice Lurton. Voilà, elle a un très beau château. Voilà, on ne peut pas, je pense qu'on ne peut pas citer trop de marques. Et puis bon, bref, c'est du vin, enfin donc voilà, donc on va pas citer. Et donc Bérénice est quelqu'un elle a un vin génial et c'est quelqu'un de, je trouve très intéressant, je pense pour la relation client parce que elle a appréhendé des personnes de différentes nationalités d'abord, Mmh. avec un vin qui n'est pas forcément toujours facile à comprendre. Elle a des engagements forts en termes de biodynamie, voilà, culturelle, et en même temps, elle a un très fort caractère. Et je trouve que le mélange de ces quatre entre s'ouvrir, faire comprendre, garder ses positions, doit sûrement être assez intéressant et sa vision doit être Mmh. assez intéressante aussi. C'est-à-dire, au fond, c'est comment avoir une relation cliente de qualité tout en gardant un point de vue relativement, pas tranché, mais engagé. Et ça, je Mmh. trouve que c'est aussi assez intéressant. Très bien, c'est une très bonne recommandation.
Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Olivier, avant qu'on clôture? Est-ce qu'on a oublié de dire quelque chose? Est-ce qu'il y a un point que tu aurais aimé dont on parle? Non, 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 je te remercie, surtout de m'avoir invité, c'était très sympa. Eh ben, écoute, ça m'a fait très plaisir de discuter avec toi. Merci beaucoup, Olivier. Et bah, c'est moi qui te remercie. Et voilà les amis, encore une fois, merci à mon invité du jour. Si vous êtes encore ici, c'est que, je l'espère, l'épisode vous a plu. Alors abonnez-vous, mettez des étoiles, likez, commentez, parlez-en autour de vous. Ça nous aide énormément. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!